Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série Gagner en bourse. C'est une série sur laquelle je traite de sujets spécifiques à la bourse, des sujets plus ou moins avancés. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet de l'avantage compétitif, sujet dont tout le monde parle mais qui est souvent assez peu compris ou assez mal expliqué, ça dépend des fois. Et ici, on va essayer de décortiquer en détail qu'est-ce que l'avantage compétitif, d'où il vient et pourquoi est-ce qu'il est important. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car c'est probablement l'un des points les plus essentiels pour comprendre et faire du bon stock picking. Cette vidéo va être découpée en 5 étapes. Premièrement, nous verrons donc qu'est-ce que l'avantage compétitif, ensuite les 5 types d'avantages compétitifs qui existent et des exemples concrets d'entreprises, l'importance de comprendre le moat, donc l'avantage compétitif d'une entreprise, ensuite nous verrons les notes de Morningstar et leur système de notation, et enfin nous terminerons par une conclusion. Et juste avant d'attaquer le vif du sujet, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons tout de suite par définir qu'est-ce que l'avantage compétitif. L'avantage compétitif, ou le moat en anglais, qui veut dire douve, donc la douve qui entoure un château, est ce qui protège les revenus et les marges d'une entreprise contre la concurrence. L'image de la douve et notamment le terme moat ont été popularisés par Warren Buffett, qui l'a utilisé comme analogie pour les entreprises. Puisque effectivement une douve est ce qui protège un château des attaques extérieures et donc qui crée une barrière contre les envahisseurs. C'est le même principe pour une entreprise et une entreprise a des concurrents et cette douve, son avantage compétitif, la protège face à ses concurrents. Et plus la douve est grande, mieux c'est. L'avantage compétitif, c'est donc un élément qui est essentiel pour trouver des entreprises de qualité, capables de délivrer des rendements élevés sur le long terme et donc potentiellement de surperformer le marché. Comme on l'a dit, il y a donc 5 types différents d'avantages compétitifs qui existent. Nous allons voir les 5 en détail et nous commençons par le premier, les actifs intangibles, et c'est probablement l'un des plus simples à comprendre puisqu'il s'agit de tous les actifs immatériels d'une entreprise. Donc ça va être tout ce qui va être les marques, les brevets, les licences, les secrets industriels, etc. Donc par exemple, une marque forte permet de garantir un fort pricing power à une entreprise et des brevets protègent ses produits et innovations de la concurrence, mais dans le cas des brevets, c'est seulement temporaire. Dans les entreprises qui bénéficient d'actifs intangibles forts, on peut citer par exemple Coca-Cola, qui bénéficie d'une marque reconnue dans le monde entier, mais également de secrets industriels sur sa recette. Ensuite, on peut citer LVMH. LVMH, je pense que tout le monde comprend pourquoi ces marques sont fortes et puissantes. Elles sont synonymes de prestige et de luxe dans le monde entier. Elles existent pour certaines depuis plus de 100 ans et ça c'est un avantage compétitif énorme. Et ensuite on peut citer le cas de Novo Nordisk, donc une entreprise pharmaceutique qui possède notamment des brevets sur ses médicaments et qui protège donc ces médicaments d'être copiés et commercialisés par la concurrence. A noter que par contre dans le cas des entreprises pharmaceutiques, elles reposent en général uniquement sur les brevets et ce qui fait qu'elles ont toujours des cycles de développement et de commercialisation des produits puisqu'elles doivent constamment innover pour créer des nouveaux médicaments et donc déposer de nouveaux brevets pour conserver leur avantage compétitif. Ensuite, l'avantage compétitif numéro 2, on a l'effet de réseau. L'effet de réseau est créé tout simplement quand le nombre croissant d'utilisateurs sur un produit ou service augmente la valeur du dit produit ou service. Pour se l'illustrer, il y a plusieurs exemples, et notamment les réseaux sociaux, qui sont un cas d'école de l'effet de réseau, puisque plus d'utilisateurs créent du contenu sur un réseau social spécifique, plus d'autres utilisateurs vont vouloir venir sur ce réseau social pour profiter du contenu créé par les autres, et donc vont eux-mêmes créer du contenu, et ainsi de suite renforcer l'effet de réseau de la plateforme. On peut aussi citer les systèmes de paiement par carte bancaire, puisque plus il y a d'utilisateurs qui possèdent une carte bancaire spécifique, plus les commerçants vont vouloir utiliser ce réseau de paiement pour pouvoir autoriser les utilisateurs à payer dans leur magasin. Et l'effet de réseau, c'est l'avantage compétitif le plus puissant, car une fois en place, il verrouille réellement le marché pour tous les concurrents potentiels. Et sur cet avantage compétitif, on peut citer par exemple Visa ou encore Mastercard, ce sont globalement les mêmes sur les systèmes de paiement par carte bancaire. On peut citer Meta, le roi des réseaux sociaux, avec Instagram et Facebook notamment, ou encore Google, qui possède à la fois le moteur de recherche Google, mais surtout YouTube, qui est aussi un cas d'école d'avantage compétitif, puisque ce sont les créateurs sur la plateforme qui créent du contenu. Plus il y a de contenu créé, plus les entreprises ont envie de faire de la pub sur la plateforme pour bénéficier de l'audience, et plus il y a d'entreprises qui créent de la pub sur la plateforme,
plus les créateurs sont rémunérés, et donc encore plus de créateurs veulent venir créer du contenu pour la plateforme, et ainsi de suite. Ensuite, troisième avantage compétitif, les coûts de changement. Donc celui-là, il est surtout commun dans le domaine du B2B, donc c'est-à-dire business to business, donc les business d'entreprise à entreprise, et ici il s'agit tout simplement en général des coûts financiers qui interviennent lors du changement pour une solution concurrente. Donc par exemple, si une entreprise est habituée à utiliser un logiciel X et que toutes ses équipes sont formées pour utiliser ce logiciel, changer pour un concurrent, même s'il propose une solution légèrement moins chère, ne serait pas rentable, tout simplement parce qu'il faudrait migrer toutes les données vers ce nouveau logiciel, probablement reformer les équipes, et il y a tout un laps de temps pendant lequel l'entreprise serait beaucoup moins performante que si elle gardait son ancien logiciel. Mais les coûts de changement ne sont pas seulement financiers, ils peuvent être aussi temporels. Dans l'exemple du B2C, donc c'est-à-dire chez les particuliers, on a les changements de banque par exemple, donc c'est gratuit, on peut changer de banque gratuitement, mais par contre ça prend du temps, il y a beaucoup de démarches administratives à faire, il faut changer ses prélèvements, il faut changer ses RIB, etc. Et beaucoup de gens restent dans la même banque toute leur vie, malgré souvent des concurrences qui sont moins chères, notamment de la part des banques en ligne, mais ils ont tout simplement la flemme et ils préfèrent continuer à payer des frais plutôt que de subir les coûts de changement. Ici, on peut citer également quelques exemples comme Microsoft qui possède toute la suite Office. Il y a énormément d'entreprises dans le monde entier qui reposent à la fois sur Windows mais aussi notamment sur Excel pour faire tourner leur business et donc changer de Microsoft à un concurrent aurait des coûts gigantesques pour cette entreprise. On peut également citer Dassault Systèmes, pareil, qui propose des logiciels de CAO, donc c'est-à-dire conception assistée par ordinateur. Et ici, les ingénieurs sont souvent formés spécifiquement pour les logiciels de Dassault Systèmes. Souvent, ils y sont formés depuis l'école. Et donc, pour une entreprise, changer des logiciels de Dassault Systèmes vers des logiciels d'un concurrent, ça serait tout simplement impossible puisque les coûts de changement seraient trop élevés puisqu'il faudrait reformer toutes leurs équipes d'ingénieurs sur un nouveau logiciel. Et ensuite, on peut également citer Apple. Apple est un exemple typique de coût de changement, mais ici côté particulier, puisqu'une fois que vous êtes dans l'écosystème Apple, que vous avez votre iCloud, que vous avez toutes vos photos, que vous avez tout qui est configuré sur Apple, vos messages, et que vous avez également les connexions qui sont faites entre par exemple vos AirPods, votre iPhone, votre Mac, etc., vous ne pouvez pas changer chez un concurrent, puisque ça serait tout simplement beaucoup trop difficile. Il faudrait tout reconfigurer, il faudrait tout migrer, et la plupart des gens du coup resteront chez Apple à vie, tout simplement parce que ce serait trop pénible de changer, même si les concurrents sont potentiellement moins chers qu'Apple. Quatrième avantage compétitif, ce sont les avantages de coût. Celui-là est très simple à comprendre également, c'est quand une entreprise peut délivrer les mêmes produits ou services que la concurrence, mais moins cher. Les avantages de coût sont souvent dus à des économies d'échelle, que l'on retrouve notamment par exemple dans l'industrie automobile ou encore la grande distribution. Une entreprise qui a développé par exemple des usines ou une infrastructure logistique énorme pourra fabriquer ses produits à moindre coût qu'un concurrent plus petit. On peut aussi appeler ça l'intégration verticale quand une entreprise possède toute la chaîne d'approvisionnement pour ses produits, ça lui permet de faire des économies d'échelle et d'avoir des avantages par rapport à ses concurrents. Ou encore on peut citer le volume d'achat d'une entreprise qui lui permettra de négocier de meilleurs prix auprès de ses fournisseurs, et donc plus une entreprise sera importante et grosse, et plus elle aura des coûts faibles par rapport à ses concurrents plus petits. Et sur cet avantage compétitif, on peut citer Amazon par exemple, qui est un cas d'école. Amazon qui peut délivrer des services de livraison extrêmement compétitifs et avoir des prix très bas, tout simplement parce qu'elle possède une infrastructure logistique énorme qui lui permet de faire de la livraison en moins de 24 heures aux États-Unis par exemple. On peut citer Walmart, le géant de la grande distribution américaine, qui idem possède des volumes d'achat mais aussi des infrastructures énormes qui lui permettent de vendre ses produits beaucoup moins chers par rapport à ses concurrents, ou encore Costco, pareil, le détaillant discount américain qui peut effectuer des économies d'échelle et donc vendre ses produits moins chers que la concurrence. Et enfin, le cinquième et dernier avantage compétitif, c'est probablement le plus compliqué à comprendre et c'est également le plus rare. Il s'agit des marchés efficients. Alors ici, il y a deux catégories selon moi qui rentrent dans ce type de moat. Il y a à la fois les marchés régulés et les marchés limités. Donc les marchés régulés, ce sont les plus simples à comprendre, ce sont des marchés dans lesquels seuls un ou quelques acteurs sont autorisés à exercer, ce qui crée des barrières à l'entrée impossibles à franchir. On peut penser par exemple aux jeux d'argent, on peut également penser à l'exploitation des autoroutes, à l'exploitation des infrastructures d'électricité comme les centrales nucléaires, les barrages, etc. Forcément ces marchés sont régulés, généralement par l'État, et donc il est impossible pour un nouveau concurrent d'arriver sur ce marché, donc ça crée une barrière à l'entrée infranchissable. Et ensuite, on a les marchés limités. Donc les marchés limités, ce sont les marchés qui ne peuvent soutenir qu'un nombre limité d'acteurs rentables sur ce marché. Par exemple, les chemins de fer en sont un très bon exemple.
pour être rentable, une compagnie de chemin de fer doit atteindre une certaine taille et un certain volume de trafic. Puisque forcément, il y a des rails à entretenir, il y a également des trains à faire fonctionner, un personnel à payer, et vous ne pouvez pas avoir une compagnie de chemin de fer rentable si vous n'avez qu'un seul tronçon avec une seule station et un seul wagon par exemple. Et les chemins de fer sont également un marché limité par définition, puisque vous ne pouvez pas construire plus de chemins de fer qu'il n'y a besoin dans un pays, puisqu'une fois que vous avez fait les liaisons en chemin de fer entre toutes les villes du pays, forcément vous n'allez pas construire des chemins de fer dans le vide. Donc sur ce type de marché, seuls quelques acteurs peuvent être rentables, puisqu'il faut une certaine taille pour être rentable, et donc ça rend l'arrivée de nouveaux concurrents sur ce marché impossible. On peut citer quelques exemples. On a par exemple FDJ en France, qui est la société qui gère tous les jeux d'argent, et ici c'est un monopole qui est garanti par l'État. Il n'y a pas d'autre société qui a le droit d'effectuer la même activité qu'FDJ en France. On peut également citer Union Pacific aux États-Unis, qui est une entreprise donc de chemin de fer. On pourrait également citer SNCF en France, même si c'est un cas un peu plus particulier, puisque ça rentrait plus dans la catégorie des marchés régulés, étant donné que c'était un marché régulé par l'État et que SNCF possédait un monopole d'État. Mais aux États-Unis, le marché des chemins de fer est privé et rentre donc dans la catégorie des marchés limités. Et enfin, on peut citer Waste Management aux États-Unis, qui est une entreprise de traitement des déchets. Et ici, c'est également assez simple à comprendre, puisque forcément, il faut un certain nombre de volumes pour pouvoir payer les infrastructures, pour pouvoir payer le personnel nécessaire au traitement des déchets. Et le marché est forcément limité, puisqu'il dépend des villes, il dépend des habitants, il dépend de la quantité de déchets qui sont émis par ces mêmes habitants et ces villes. Donc forcément, ce serait très compliqué pour un nouvel entrant d'arriver sur ce marché, puisqu'il lui faudrait déjà un volume énorme pour pouvoir rentabiliser ces infrastructures. Et juste avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous trouverez en description le lien vers mon application, l'application IQ Invest, qui possède un Quality Stock Screener qui vous permet de sélectionner et analyser les meilleures entreprises du monde entier. Elle vous permet également de faire une analyse fondamentale en répondant à la checklist fondamentale, de vous créer une watchlist personnalisée pour acheter vos actions au meilleur moment, et également de suivre votre portefeuille et votre performance avec précision depuis l'application. Il y a également un code promo qui sera disponible pour cette vidéo, valable 24 heures. Le code s'affichera à l'écran, ce sera MOAT, tout en majuscule. Maintenant, voyons pourquoi il est important de comprendre le MOAT, donc l'avantage compétitif d'une entreprise. Effectivement, donc il y a plusieurs types d'avantages compétitifs comme on l'a vu qui existent, chacun ont leurs spécificités et leurs avantages, et certains sont plus puissants que d'autres. Une entreprise peut cumuler plusieurs avantages compétitifs en même temps, donc c'est l'exemple d'Apple qui cumule à la fois des actifs intangibles avec une marque forte et des brevets, mais aussi des coûts de changement comme on l'a vu, et un effet de réseau également, même si ce point-là est moindre chez Apple. Ensuite, vous devez absolument comprendre l'avantage compétitif des entreprises que vous possédez afin de rester investi dans cette même entreprise si son prix vient à baisser sur les marchés. Vous le savez, c'est un principe que je prône sur la chaîne. Je suis persuadé qu'il faut investir dans ses propres convictions, qu'il ne faut pas copier les positions d'un autre, tout simplement parce que si vous ne comprenez pas les entreprises que vous achetez, vous aurez beaucoup plus de mal à les garder dans des temps difficiles. Et l'avantage compétitif est l'un des points qu'il faut absolument comprendre et maîtriser quand vous achetez une entreprise. Et tant que les fondamentaux ne changent pas, une baisse de prix est alors une opportunité d'achat, à condition de comprendre que les fondamentaux n'ont pas changé et d'en être 100% sûr au fond de vous. Ensuite, on va terminer avec les notes de Morningstar. Morningstar, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la recherche financière et l'analyse d'actions de fonds d'investissement ou autres supports financiers. Et elle a notamment créé un système de notation pour les MOAT, donc pour les avantages compétitifs des entreprises, qui sont découpés en 3 catégories. La note wide, qui veut dire grand, qui désigne un grand avantage compétitif. La note narrow, qui veut dire étroit, qui désigne un petit avantage compétitif. Et no MOAT, donc aucun avantage compétitif. Toutes les notations Morningstar, vous pouvez les trouver gratuitement sur Interactive Broker, ce pourquoi je recommande à tout le monde d'ouvrir un compte chez Interactive Broker. C'est gratuit, ça ne coûte rien, d'ailleurs vous aurez le lien de parrainage dans la description, mais peu importe, Interactive Broker c'est vraiment le meilleur courtier selon moi, et en plus de ça vous avez notamment des informations très précieuses comme la note de MOAT de Morningstar. Et personnellement, vous me connaissez, je n'investis que dans des entreprises qui ont une note wide et pas autrement. Et vous pouvez vous poser la question pourquoi. Tout simplement, vous le voyez ici, je vous ai mis des tableaux. Ces tableaux sont issus de l'article de Morningstar Not All Moats Are Created Equal. Je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller le lire en entier si ça vous intéresse. Et vous voyez sur ce premier tableau que les entreprises qui sont notées comme ayant une note wide de MOAT ont des marges et des retours sur capitaux beaucoup plus importants que les autres. Et également, donc deuxième tableau ici, vous voyez que des entreprises qui ont une note wide ont une meilleure performance à long terme que les autres entreprises, puisqu'on a 11% de rendement annualisé sur 10 ans pour les entreprises ayant un MOAT large, 9% pour les entreprises ayant un petit MOAT, et 2,9% pour les entreprises n'ayant pas d'avantage compétitif. Et vous voyez également juste en dessous sur MOAT Source
que le moat qui garantit le plus gros rendement, ce sont les effets de réseau avec 11,7% sur 10 ans contre 8,9% pour les coûts de changement, pour les actifs intangibles et pour les avantages de coût, et seulement 8,5% pour les marchés efficients. Et maintenant donc, pour conclure, l'avantage compétitif, aussi appelé le moat, est un élément essentiel à la survie d'une entreprise et surtout à la survie de ses marges. Il y a 5 types d'avantages compétitifs qui existent et une entreprise peut en posséder un ou plusieurs. Plus l'avantage compétitif est élevé, plus l'entreprise a des chances de surperformer ses concurrents et également de surperformer le marché, comme l'a démontré l'étude de Morningstar. Et pour trouver une entreprise ayant un fort avantage compétitif, vous pouvez vous fier déjà à votre propre jugement, vous pouvez vous-même essayer de comprendre si une entreprise a un avantage compétitif ou pas, tout simplement par exemple en observant les produits que vous utilisez au quotidien. Vous pouvez également vous fier aux notations de Morningstar, ou encore regarder les chiffres et regarder les marges et les retours sur capitaux, et si ces derniers sont élevés et surtout sont durables dans le temps et sont élevés sur une longue période, c'est un très bon indicateur d'un avantage compétitif qui est fort, puisque si une entreprise arrive à garder des marges et des retours sur capitaux élevés, ça veut forcément dire qu'elle a un avantage compétitif, ce n'est pas possible autrement, sinon ces marges se font grignoter petit à petit par la concurrence. Et voilà, nous avons terminé sur cette vidéo, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces 5 types de moat et est-ce que vous utilisez la notation de Morningstar ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.